Ma fiancée a invité son ex à notre fête de fiançailles et a dit qu'elle ne me devait aucune loyauté. Maintenant, elle supplie. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde stupéfait. Je suis un homme de 31 ans, ingénieur civil. Je suis avec ma fiancée, Naomi, une femme de 29 ans, depuis 4 ans. Nous nous sommes fiancés il y a 8 mois, et tout a été plutôt solide. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous organisions cette fête de fiançailles. Rien de trop extravagant, juste la famille et les amis dans un bel endroit en centre-ville qu'elle avait choisi. Tout se passait bien. Nous étions assis à la table de ma cuisine à revoir la liste des invités. Elle avait sorti son ordinateur portable pour faire les invitations pendant que je vérifiais le nombre de personnes pour le traiteur. Des trucs de couple normaux, n'est-ce pas? Puis elle m'a lancé ça nonchalamment. Oh, j'invite Dan, aussi. J'ai levé les yeux de mes notes. Dan? Ton ex? Dan? Elle n'a même pas arrêté de taper. Oui, il est important pour moi. Il était là pour moi avant toi. Puis elle m'a lancé ce regard, vous savez, celui où l'on vous teste, et a dit, tu n'es pas en train de manquer d'assurance, j'espère. Écoutez, je ne suis pas un psychopathe jaloux. Je ne fouille pas dans son téléphone. Je me fiche qu'elle ait des amis. Peu importe. Mais inviter son ex à sa fête de fiançailles? C'est aussi inapproprié que d'apporter un couteau à une fête d'anniversaire. J'ai gardé une voix calme et j'ai dit, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mauvaise réponse, apparemment. Elle a levé les yeux au ciel comme si je venais de lui demander d'expliquer la physique quantique. Ce n'est pas à toi de contrôler cette fête, Ezra. Je ne te dois aucune loyauté. Nous ne sommes même pas encore mariés. Arrête d'agir comme si je t'appartenais, mec. Ma fiancée, la femme que je suis censé épouser dans 6 mois, vient de me dire qu'elle ne me doit aucune loyauté. Je suis resté assis une seconde, essayant de digérer ça. Jean, que peut-on bien répondre à ça? Nous sommes fiancés. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Nous avons un compte bancaire joint et elle est sur mon bail, mais elle ne me doit aucune loyauté parce que nous ne sommes pas encore mariés? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, fais ce que tu estimes approprié. Elle a souri comme si elle avait remporté une sorte de victoire et s'est remise à taper. Super. Je savais que tu comprendrais. Dan est vraiment excité à l'idée de revoir tout le monde. Le reste de la soirée était super bizarre. Elle envoyait constamment des textos à quelqu'un, je suppose que c'était Dan, et gloussait devant son téléphone toutes les quelques minutes. Pas juste un sourire, mais des gloussements de lycéenne. Quand je lui ai demandé à qui elle parlait, elle est devenue défensive et a dit que c'était juste des trucs de travail. À 23h un samedi, vraiment? Je suis allé me coucher tôt ce soir-là mais je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette phrase, je ne te dois aucune loyauté. Jean, quel genre de personne dit ça à son fiancé? Si tu ne me dois pas de loyauté maintenant, quand est-ce que ça commence exactement? Après avoir signé l'acte de mariage? Après la lune de miel? Jamais. Voici la chose qui m'a vraiment touché. Elle n'a même pas essayé de me rassurer. Pas de Dan et moi sommes juste amis maintenant, ou je veux que tu le rencontres pour que tu vois qu'il n'y a rien entre nous. Juste indirect, je ne te dois aucune loyauté et tu ne peux pas me contrôler. Le lendemain matin, elle était toute joyeuse, préparant le petit déjeuner et parlant des décorations de la fête comme si de rien n'était. Pendant ce temps, je suis assis là, me demandant si je connais même cette personne. Je pense que nous devrions faire du bleu et de l'argent pour les couleurs, a-t-elle dit en retournant des crêpes. Dan a toujours dit que le bleu m'allait bien. Dan a toujours dit, pas je pense que le bleu me va bien. Dan a toujours dit. J'ai juste hoché la tête et bu mon café. Mais quelque chose avait changé en moi cette nuit-là. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne vous doit aucune loyauté, vous feriez mieux de le croire et de commencer à planifier en conséquence. Ma sœur m'a appelé ce jeudi-là et m'a demandé comment se passait l'organisation du mariage. Je lui ai parlé de la situation avec Dan et elle est restée silencieuse pendant 1 minute. Ezra, a-t-elle finalement dit. Ce n'est pas normal. Tu le sais, n'est-ce pas? Je ne sais plus, ai-je dit. Elle m'a fait sentir que j'étais contrôlant parce que je ne voulais pas de son ex à notre fête de fiançailles. Tu n'es pas contrôlant. Tu es un être humain normal avec des limites normales. Quelle est la prochaine étape? Va-t-elle l'inviter à ton enterrement de vie de garçon? Ça m'a fait rire,
mais ce n'était pas drôle parce que, honnêtement, je n'étais pas sûr qu'elle ne le suggérerait pas. Ce qui est bizarre, c'est que je n'étais même plus en colère. J'étais juste fatigué. Fatigué de sentir que je marchais sur des œufs. Fatigué de douter de moi-même. Fatigué de sentir que je rivalisais avec un fantôme. Mais voilà ce qu'il y a de bien quand on est ingénieur, on apprend à penser de manière systématique. Quand vous avez un problème structurel, vous ne vous contentez pas de mettre du ruban adhésif dessus en espérant que ça tienne. Vous analysez l'ensemble du système, déterminez où se trouvent les points faibles, et soit vous les réparez, soit vous construisez autour. À ce moment-là, j'avais un problème à résoudre. J'ai d'abord consulté notre compte joint pour le mariage. Il y avait 15 000 $, de l'argent que nous avions économisé pendant des mois. J'avais mis 12 000 $. Elle avait contribué à hauteur de 3 000 $. Les relevés bancaires étaient là, noir sur blanc. Il semblait juste de reprendre ce qui m'appartenait, non? J'ai initié le virement en ligne. Cela prendrait quelques jours à être traité, mais ce n'était pas un problème. Le temps qu'elle s'en aperçoive, ce serait fait. Ensuite, j'ai commencé à tout annuler à mon nom, le lieu, le photographe, le traiteur, tout le reste. Le samedi matin, le jour de la fête, j'avais tout réglé de mon côté, compte bancaire séparé, contrat majeur traité. J'ai même trouvé un appartement décent de l'autre côté de la ville, plus près de mon bureau. Quoi qu'il en soit, elle s'est réveillée ce matin-là en chantant, littéralement en chantant sous la douche comme si elle était dans une comédie romantique. Pendant ce temps, je bois mon café et je repasse ma liste de contrôle mental une dernière fois. J'ai tellement hâte d'être à ce soir, a-t-elle dit, entrant presque en bondissant dans la cuisine dans son peignoir. Ça va être absolument parfait. Parfait. C'est une façon de voir les choses. Je suis sûr que ce sera exactement ce que tu recherches, et j'ai dit. Elle m'a embrassé sur la joue, la première fois qu'elle le faisait depuis des semaines, et a commencé à préparer le petit déjeuner, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas. Probablement quelque chose que Dan lui avait fait découvrir. J'ai fini mon café et je suis allé m'habiller. Costume noir, chemise blanche, cravate simple. Rien de trop extravagant, mais je voulais être élégant pour ce qui allait probablement être ma dernière apparition publique en tant que fiancé de Naomi. Le lieu était joli quand nous sommes arrivés. Tout le monde passait un bon moment, discutant, nous félicitant pour nos fiançailles, des trucs de fête normaux. Je commençais même à me détendre un peu. Puis Dan est arrivé. Ce type est entré comme s'il était chez lui. Grand, bronzage artificiel, portant une de ces chemises qui essaient trop d'avoir l'air décontracté mais qui coûtent probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Il avait ce sourire suffisant et portait un sac cadeau. Pas pour nous deux, juste pour Naomi. Elle a pratiquement couru vers lui quand elle l'a vu. « Danny » a-t-elle crié, et ils se sont enlacés pendant bien trop longtemps, de manière gênante. Assez longtemps pour que les gens commencent à le remarquer. Il lui a donné le cadeau et elle l'a ouvert là, devant tout le monde. C'était un collier avec un petit pendentif. Elle avait les larmes aux yeux en le regardant. « Tu te souviens de tout » a-t-elle dit en touchant le pendentif. « Bien sûr que je m'en souviens, Nana » a-t-il répondu. Nana. C'est comme ça qu'il l'appelait. Elle m'avait dit une fois qu'elle détestait ce surnom. Je suppose que c'était un autre mensonge. Le reste de la fête, Dan était pratiquement collé à elle, la main sur son dos quand il parlait aux gens, lui chuchotant des blagues à l'oreille, lui apportant des boissons. Pendant ce temps, je suis là, planté comme une sorte de décoration de fête. Ma mère est venue me voir à un moment donné. « Chérie, qui est cet homme avec Naomi ?» Son ex-petite amie, ai-je dit. Maman m'a lancé ce regard. Son ex? À votre fête de fiançailles? Oui. Elle a dit qu'il était important pour elle. Maman n'a rien dit d'autre, mais je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle n'est pas stupide. Environ 1 heure plus tard, je me servais un soda quand j'ai entendu les amis de Naomi, Jessica et Rachel, parler près des toilettes. Elles ne m'ont pas vu dans le coin. Je n'arrive pas à croire qu'elle l'ait vraiment invitée, a dit Jessica. Elle m'a dit qu'elle n'est même pas sûre d'aimer Ezra, a chuchoté Rachel en retour. Elle a dit que Dan la faisait se sentir à nouveau vivante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas, mais elle lui envoie des textos non-stop depuis des semaines. Toute cette histoire de fiançailles, je pense qu'elle a des doutes. Je suis resté là 1 minute, laissant cela s'assimiler.
Puis je suis retourné à la fête, j'ai pris le microphone du DJ et j'ai attendu que la salle se calme. Salut tout le monde, merci d'être venu ce soir, ai-je dit. La salle est devenue silencieuse très rapidement. Je voulais juste dire quelque chose. J'ai regardé droit vers Naomi, qui se tenait à côté de Dan avec un air confus sur son visage. Ah Naomi, puisses-tu trouver exactement ce que tu cherches, parce que de toute évidence, ce n'est pas moi. Puis j'ai rendu le micro au DJ et je suis sorti. Je n'ai pas couru, je n'ai pas fait de scène, j'ai juste marché. Derrière moi, j'entendais les gens commencer à murmurer et Naomi appeler mon nom. Mais j'ai continué à marcher jusqu'à ma voiture, je suis monté dedans et je suis rentré chez moi. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je sorte du parking. D'abord un texto, puis un autre, puis il s'est mis à sonner sans arrêt. J'ai coupé la sonnerie et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Quand je me suis garé dans mon allée, je suis resté assis dans la voiture pendant 1 minute, juste à respirer. La maison avait la même apparence que lorsque nous étions partis il y a 2 heures, mais tout semblait différent maintenant, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Je suis entré et je me suis assis sur mon canapé. Mon téléphone s'illuminait comme un sapin de Noël sur la table basse. Texto, appels manqués, messages vocaux, tous de Naomi. Je pouvais voir les aperçus défiler, où es-tu allé, Ezra? S'il te plaît, reviens. Tout le monde demande où tu es. C'est embarrassant. J'ai retourné le téléphone et je suis allé me changer. Les messages vocaux ont commencé vers 23 heures. Je pouvais entendre mon téléphone vibrer contre la table basse depuis la chambre, mais je ne les ai pas vérifiés. Quoi qu'elle ait à dire, je n'étais pas prêt à l'entendre. J'ai en fait assez bien dormi cette nuit-là, mieux que depuis des semaines. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on arrête de prétendre que tout va bien. Dimanche matin, je préparais du café quand quelqu'un a commencé à marteler ma porte d'entrée. Pas frapper, marteler comme si la maison était en feu ou que quelqu'un était en train de mourir. Le son a résonné dans toute la maison et a probablement réveillé mes voisins. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Naomi, toujours dans sa robe de soirée de la veille. Les cheveux en désordre comme si elle y avait passé ses mains toute la nuit. Le maquillage avait coulé sous ses yeux, le mascara traçait des lignes sur ses joues. On aurait dit qu'elle avait pleuré depuis le moment où j'étais parti. J'ai ouvert la porte et elle m'a immédiatement bousculé pour entrer dans la maison, criant déjà avant d'être complètement à l'intérieur. « Tu es sérieux, là? C'est une sorte de blague? » Alors, j'ai invité mon ex. « C'est quoi le problème? Tu vas vraiment tout gâcher pour ça? » Elle faisait les 100 pas dans mon salon comme un animal en cage, gesticulant sauvagement avec ses mains. Sa voix était rauque, probablement à force d'avoir pleuré toute la nuit. La robe chère qu'elle avait choisie spécialement pour la fête était froissée et avait ce qui ressemblait à des taches de vin. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et je l'ai juste regardé s'effondrer. 4 ans ensemble, et c'était la première fois que je voyais vraiment qui elle était sous tout le charme et le vernis. Cette personne frénétique, désespérée, qui ne supportait pas de ne pas obtenir ce qu'elle voulait. Elle a continué à fulminer sur la façon dont je l'avais embarrassée, comment les gens ne savaient pas quoi faire après mon départ, comment ses parents étaient mortifiés, comme si le vrai problème était que je l'avais fait passer pour une mauvaise personne. Pas qu'elle ait invité son ex à notre fête de fiançailles et passé la nuit à lui tourner autour. Je suis resté calme et je lui ai dit la vérité. C'était elle qui avait tout gâché quand elle avait clairement montré qui elle voulait vraiment. Cela ne l'a rendue que plus frénétique. Elle a commencé à faire ce truc où les gens essaient de réécrire l'histoire en temps réel. Soudain, Dan n'était qu'un ami. Les textos constants n'étaient rien. Le cadeau n'était qu'une gentillesse. Toutes les choses qu'elle m'avait jetées au visage pendant des semaines étaient maintenant minimisées comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Mais ensuite, j'ai mentionné ce que j'avais entendu ses amis dire, qu'elle n'était pas sûre de m'aimer, que Dan la faisait se sentir à nouveau vivante. Tout son visage est devenu blanc quand elle a réalisé que j'avais entendu cette conversation. Elle a essayé de faire marche arrière, a dit que c'était sorti de son contexte, m'a supplié de surmonter ça, et a commencé à pleurer ses gros sanglots qui font trembler tout le corps. Le genre de pleurs qui relève plus de la panique que de la vraie tristesse. Je lui ai demandé d'être juste honnête pour une fois. C'est là que le masque est finalement tombé complètement. Elle m'a dit que je regretterais ça, qu'elle et Dan étaient parfaits ensemble, qu'ils l'avaient toujours été. Puis elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. « Attends, ai-je dit. Tu dois venir chercher tes affaires. » Elle s'est retournée et pendant une seconde,
J'ai pensé qu'elle pourrait essayer de discuter de ça aussi. Très bien, je reviendrai demain, a-t-elle dit. Viens avec quelqu'un, ai-je dit. Je ne veux pas que ça se transforme en une autre scène. Elle a claqué la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. J'ai passé cette soirée à trier ses affaires, voulant juste en finir et passer à autre chose. Puis je suis arrivé au tiroir de son bureau et j'ai trouvé les photos, des photos d'elle et de Dan de l'époque où ils sortaient ensemble. Pas seulement une ou deux vieilles photos que l'on pourrait garder en souvenir. Je parle d'une pile entière. Dan avec son bras autour d'elle sur une plage. Naomi riant de quelque chose qu'il disait dans un restaurant. Les deux à ce qui ressemblait à un mariage, tout endimanchés et ayant l'air bien trop à l'aise ensemble. Mais ce n'était même pas le pire. Sous les photos, il y avait des lettres, de vraies lettres manuscrites de Dan, postées au cours des derniers mois pendant que nous étions fiancés et que nous organisions notre mariage. J'en ai ouvert une et j'ai immédiatement regretté de ne pas l'avoir fait. Je n'arrive pas à croire que tu te maries, commençait elle. Je pense encore à ce que nous avions ensemble. Tu étais celle qui m'a échappé, Na. Une autre, voir tes photos de fiançailles sur les réseaux sociaux m'a bouleversé pendant des jours. Tu as l'air heureuse, mais l'aimes-tu vraiment comme tu m'as aimé? Il y en avait 5 au total, devenant de plus en plus intenses. Dan la suppliant pratiquement de reconsidérer, lui disant qu'elle faisait une erreur, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle avait gardé chacune d'entre elles. La dernière lettre était datée de 2 semaines avant notre fête de fiançailles. Je sais que tu m'as invité et je sais ce que cela signifie. Nous savons tous les deux que ce mariage n'est pas fait pour toi. Parlons-en quand je te verrai. Je suis resté assis là, à regarder ces lettres, réalisant que toute cette situation avait été planifiée depuis le début. Ce n'était pas une amitié innocente ou une reconnexion fortuite. Il complotait dans mon dos depuis des mois. J'ai tout jeté dans des boîtes et des sacs, la laissant trier son propre désordre quand elle viendrait le chercher. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma sœur me demandant si j'allais bien après ce qui s'était passé à la fête. Je lui ai dit que je l'appellerais plus tard et j'ai éteint le téléphone. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai senti que je pouvais respirer. Fini de faire semblant de ne pas remarquer l'évidence. Fini de rivaliser avec un fantôme pour l'attention de ma propre fiancée. Ce qui était drôle, c'est que je n'étais même plus en colère. J'étais soulagé. Mieux vaut découvrir qui est vraiment quelqu'un avant de l'épouser. Naomi venait de me montrer exactement qui elle était. Quelqu'un qui pensait que la loyauté était facultative, qui préférait courir après l'excitation plutôt que de construire quelque chose de stable, qui jetterait 4 ans à la poubelle au moment où quelque chose de plus brillant se présenterait. J'ai passé le reste du dimanche à faire des choses normales. Vers l'heure du dîner, j'ai finalement écouté ces messages vocaux, 12 d'entre eux, commençant par de la colère et devenant de plus en plus désespérés au fil de la nuit. Le dernier datait d'environ 6 heures du matin, sa voix tremblante, me suppliant de la rappeler pour que nous puissions arranger ça. Mais il n'y avait rien à arranger. On ne peut pas arranger quelqu'un qui ne veut pas être avec vous. On ne peut pas négocier son retour dans le cœur de quelqu'un quand il l'a déjà donné à quelqu'un d'autre. J'ai supprimé tous les messages et j'ai repris ma routine normale du dimanche soir. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Lundi matin, je me suis réveillé à mon heure habituelle, j'ai fait du café et je suis allé travailler comme si de rien n'était. C'était bizarre de conduire jusqu'au bureau en sachant que j'étais techniquement de nouveau célibataire, mais aussi en quelque sorte libérateur. Plus de textos demandant quand je serais à la maison. Plus besoin de rendre des comptes sur les plans pour le dîner. Plus de marche sur des œufs. Mes collègues n'étaient pas encore au courant du désastre de la fête de fiançailles, donc c'était juste une journée normale. Vers 18 heures, elle est arrivée avec son père. Le pauvre homme avait l'air terriblement embarrassé, comme s'il savait exactement ce que sa fille avait fait et qu'il n'approuvait pas. Il avait toujours été correct avec moi. Il avait travaillé dans la construction pendant 30 ans, un type direct qui ne supportait pas les bêtises. « Ezra » a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, « désolé pour tout ça. » Ce n'est rien. Ses affaires sont dans des boîtes près de la porte. Il a fallu environ 20 minutes pour tout charger dans son camion. Je n'ai pas mentionné les lettres ou les photos. Je me suis dit qu'elle les trouverait en déballant et qu'elle réaliserait que je savais exactement à quel point sa trahison était profonde. Naomi n'a pas dit un mot de tout le temps, se contentant d'indiquer à son père où mettre les choses. Quand ils ont eu fini, elle est revenue vers la porte. « C'est vraiment fini ?» a-t-elle demandé. « Tu ne vas pas changer d'avis ?»« C'est vraiment fini » ai-je dit.
Elle avait l'air sur le point de pleurer à nouveau, mais son père était déjà dans le camion à l'attendre. Elle est montée sans un mot de plus, et ils sont partis. La semaine suivante, les choses ont commencé à devenir intéressantes. Mardi matin, j'étais à mon bureau quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Ezra, c'est Patricia, la mère de Naomi. J'ai failli raccrocher, mais Patricia avait toujours été correcte avec moi. Une gentille dame qui avait enseigné au collège pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Ce n'était pas sa faute si sa fille s'était avérée être un désastre. Je voulais appeler pour m'excuser pour ce qui s'est passé à votre fête et pour la façon dont Naomi s'est comportée, a-t-elle dit. Je ne m'attendais pas à ça. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour ses choix, ai-je dit. Si, je le dois, a-t-elle dit. Nous l'avons élevée mieux que ça. Ce qu'elle a fait était complètement inapproprié et franchement embarrassant pour toute notre famille. Elle a poursuivi en me disant qu'elle avait eu une longue conversation avec Naomi sur le respect et l'engagement et sur le fait qu'on n'invite pas son ex à sa fête de fiançailles. Apparemment, ça ne s'était pas bien passé. Elle n'arrêtait pas de dire que tu étais contrôlant et que Dan n'était qu'un ami. Mais je suis marié depuis 35 ans, Ezra. Je sais à quoi ça ressemble quand le cœur de quelqu'un n'est pas entièrement engagé. Avant que nous raccrochions, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu ne méritais rien de tout ça. Elle a gâché la meilleure chose qu'elle ait jamais eue. Cette même semaine, j'ai commencé à entendre des choses par des amis communs. Rien de dramatique, juste les ragots habituels qui se répandent quand les gens se séparent publiquement. La plupart du temps, les gens demandaient ce qui s'était passé puisque j'étais parti assez brusquement. Et Naomi ne donnait à personne de réponse claire. Mon ami James, qui avait été à la fête, m'a envoyé un texto jeudi soir. Mec, c'était dingue. Samedi, Naomi a passé le reste de la nuit à pleurer, et Dan a juste disparu. C'est quoi la véritable histoire? Je lui ai donné les grandes lignes sans entrer dans tous les détails personnels. Il a répondu par « Waouh, c'est dur ». Mais honnêtement, toute cette histoire avec Dan était bizarre à observer. Tout le monde en parlait. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à penser que toute la situation était inappropriée. Plusieurs personnes s'étaient fait la remarque entre elles sur l'étrangeté de la présence de son ex, sur la façon dont il se comportait de manière beaucoup trop familière avec elle, sur le malaise que cela créait pour tout le monde. La nouvelle vraiment intéressante est arrivée vendredi après-midi. Ma sœur m'a appelé en riant. Il faut que tu entendes ça, a-t-elle dit. Jessica vient de m'envoyer un texto. Dan a largué Naomi hier. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Quoi? Apparemment, il lui a dit qu'il ne cherchait rien de sérieux et qu'il pourrait peut-être se voir un de ces jours. Le coup classique du séducteur. Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Naomi a gâché une relation de 4 ans et des fiançailles pour un gars qui n'était même pas intéressé à sortir avec elle. Elle s'était construit tout un fantasme dans sa tête sur le fait de se remettre avec Dan, et lui ne faisait que s'amuser avec elle. Selon Jessica, Naomi s'était mise en arrêt maladie et pleurait constamment, disant qu'elle avait fait une énorme erreur. Je n'ai rien ressenti. Peut-être aurais-je dû me sentir mal pour elle, ou vengé, ou en colère, mais surtout je me sentais juste fatigué, comme si tout ce drame était enfin terminé et que je pouvais passer à autre chose. Pendant ce temps, la machine à ragots continuait de tourner. Le bruit courait sur ce qui s'était passé à la fête de fiançailles. Et apparemment, cela ne rejaillissait pas bien sur la réputation professionnelle de Naomi. Elle travaillait dans les relations publiques, où l'image et les relations comptent beaucoup. Voir ses fiançailles s'effondrer publiquement parce que vous avez invité votre ex ne témoigne pas exactement d'un bon jugement auprès de clients potentiels. J'ai entendu dire par James, qui connaissait quelqu'un dans son entreprise, qu'elle avait perdu 2 gros clients qui avaient décidé qu'ils ne voulaient pas travailler avec quelqu'un dont la vie personnelle était un tel désordre. Son patron l'avait également discrètement déplacé dans une plus petite équipe s'occupant de comptes moins importants. Il s'avère qu'être une attachée de presse qui ne peut pas gérer ses propres relations publiques est un handicap professionnel. Qui l'aurait cru? J'ai passé ce week-end à chercher un appartement et j'ai trouvé un 2 pièces décent à environ 10 minutes de moins du travail. Le loyer était un peu plus élevé que ce que je payais, mais avec la promotion, je pouvais facilement me le permettre. Dimanche soir, j'étais en train d'emballer certaines de mes affaires quand j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être Naomi qui essayait de me joindre depuis un autre téléphone, mais il s'est avéré que c'était Dan. Salut, mec. Désolé pour tout ce qui s'est passé. Naomi m'a dit que vous aviez rompu.
Je ne voulais pas que les choses se compliquent. J'ai fixé ce texto pendant 1 minute. Ce type avait passé des semaines à essayer de briser mes fiançailles, y était parvenu, puis avait largué mon ex-fiancé quand il avait eu ce qu'il voulait, et maintenant il s'excusait comme si tout n'était qu'un malentendu innocent. J'ai supprimé le message sans répondre. Certaines personnes ne valent pas l'énergie qu'il faut pour leur dire ce que l'on pense vraiment. 2 mois après la fête de fiançailles, j'étais installé dans mon nouvel appartement et, honnêtement, j'adorais la vie. Je m'étais mis régulièrement à la salle de sport pour la première fois depuis des années. Rien de fou, juste de la musculation de base et du cardio 3 fois par semaine. Il s'avère que lorsqu'on ne passe pas chaque soirée à marcher sur des œufs autour de son partenaire, on a du temps pour des choses comme prendre soin de soi. Je ne sortais avec personne et je ne cherchais pas vraiment non plus. Après 4 ans avec quelqu'un qui s'est avéré être complètement différent de ce que je pensais, j'appréciais d'être seul pendant un certain temps, d'apprendre ce que j'aime vraiment faire quand je ne suis pas constamment en train de négocier avec quelqu'un d'autre surtout. La vie était simple, prévisible, sans drame. J'aurais dû savoir que ça ne durerait pas. Mardi soir, fin novembre, je rentrais de la salle de sport quand j'ai vu une voiture familière garée dans la section des visiteurs de mon complexe d'appartements. Une Honda Civic argentée avec une bosse sur le pare-chocs arrière depuis que Naomi avait reculé dans une boîte aux lettres il y a 2 ans. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis plus d'1 mois. Pas depuis ces messages vocaux désespérés la semaine après la fête. J'ai attrapé mon sac de sport et je me suis dirigé vers l'ascenseur, espérant qu'elle ne m'avait pas vu. Pas de chance. Dès que j'ai appuyé sur le bouton d'appel, j'ai entendu sa voix derrière moi m'appeler par mon nom. Je me suis retourné. Elle avait l'air différente, plus mince, comme si elle n'avait pas beaucoup mangé. Des cernes sombres sous les yeux que le maquillage ne parvenait pas à cacher complètement. Ses cheveux étaient plus courts que dans mon souvenir, coupés dans un de ces styles dramatiques que les femmes adoptent quand elles essaient de se réinventer après une rupture. Elle a demandé si nous pouvions parler. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée monter dans mon appartement. Elle a regardé autour d'elle comme si elle visitait une exposition de musée, commentant à quel point l'endroit était agréable. Je suis resté debout pendant qu'elle s'asseyait sur mon canapé sans y être invité. Toute la performance était prévisible. Elle avait fait une énorme erreur, la plus grande de sa vie. Dan l'avait utilisée. Il n'avait jamais voulu de relation. Il voulait juste voir s'il pouvait nous séparer. Quand il a réussi, il s'est lassé et est passé à quelqu'un d'autre. Elle s'est mise à pleurer. Pas les larmes de colère de ce matin-là dans mon ancienne maison, mais le genre de larmes silencieuses et vaincues qui faisaient s'affaisser tout son corps. Elle avait jeté tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie pour quelqu'un qui ne se souciait même pas d'elle. 4 ans ensemble, notre avenir, tous nos projets, partis en fumée pour rien. Maintenant, elle voulait arranger les choses. Nous pouvions surmonter ça, n'est-ce pas? Nous étions bien ensemble. Nous étions heureux. Nous organisions un mariage, pour l'amour de Dieu. Je lui ai rappelé le commentaire sur la loyauté, le fait qu'elle m'ait dit que Dan était meilleur que moi, qu'elle l'ait choisi publiquement devant tous ceux qui comptaient pour nous. Chaque point la faisait tressaillir comme si je la frappais physiquement. Elle avait une excuse pour tout. Elle était confuse. Dan était dans sa tête. Elle était en colère et se déchaînait. Les gens font des erreurs, a-t-elle dit. C'est ça, l'amour. Le pardon et les secondes chances. Je l'ai regardée, assise là sur mon canapé, pleurant sur les conséquences de ses propres choix, et je n'ai absolument rien ressenti. Aucune colère, aucune tristesse, aucune envie de la réconforter ou de la faire se sentir mieux. Juste un vide là où tous ces sentiments se trouvaient autrefois. Toute cette histoire était pathétique, en réalité. Elle n'avait compris que j'étais l'amour de sa vie qu'après que son premier choix l'ait jetée à la rue. Maintenant, elle voulait revenir au plan de secours, suivre une thérapie, faire tout ce qu'il fallait pour arranger les choses. Quand je lui ai dit non, elle a semblé véritablement choquée, comme si elle ne pouvait pas croire que je ne la reprendrais pas après tout ce qu'elle m'avait fait subir. Elle a essayé de me faire culpabiliser, 4 ans ensemble, et je n'essaierai même pas d'arranger les choses. J'ai expliqué qu'il n'y avait rien à arranger. Elle m'avait montré qui elle était vraiment, et je la croyais. Elle n'avait pas fait une erreur. Elle avait fait un choix, une série de choix, en fait. Et maintenant, elle devait vivre avec les conséquences. Elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée avec une dernière tentative de manipulation. « Tu vas regretter ça », a-t-elle dit.
J'étais la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Non, lui ai-je dit en ouvrant la porte. Que tu me quittes a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai repris ma routine normale du mardi soir. J'ai préparé le dîner, regardé les informations, je me suis couché à une heure raisonnable. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, je me suis senti complètement en paix avec ma décision. Il y a quelque chose de libérateur à ce que quelqu'un montre si clairement sa vraie nature que vous n'avez jamais à vous demander les cibles à propos de la relation. Le plus drôle, c'était à quel point son plan de match avait été évident. Attendre que je surmonte la blessure initiale, puis se présenter l'air vulnérable et repentant, s'attendant à ce que je l'accueille à bras ouverts, comme si j'étais une sorte de paillasson émotionnel qui n'attendait que sa prise de conscience. Mais je n'étais pas le même homme qu'elle avait quitté il y a 2 mois. Ce gars-là l'aurait peut-être reprise, se serait peut-être convaincu que tout le monde mérite une seconde chance. Aurait peut-être été reconnaissant d'avoir simplement quelqu'un de familier dans sa vie à nouveau. Ce type-là savait mieux. Ce type-là avait appris que lorsque quelqu'un vous montre qu'il pense que la loyauté est facultative, vous le croyez et vous ne lui donnez pas une autre chance de le prouver à nouveau. J'ai passé les jours suivants à me demander si elle essaierait à nouveau. Se présenter à mon bureau, envoyer des lettres, demander à des amis communs de plaider sa cause. Mais rien n'est venu. Peut-être qu'elle a finalement compris que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois que vous les avez brûlés. Ou peut-être qu'elle a juste trouvé quelqu'un d'autre pour jouer le plan de secours pour son prochain désastre relationnel. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Le meilleur, c'était de réaliser qu'elle ne me manquait pas du tout. L'idée d'avoir une partenaire me manquait, bien sûr, mais elle ne me manquait pas spécifiquement. Ce que j'avais maintenant était mieux. La paix, la stabilité, la liberté de construire ma vie exactement comme je le voulais. Et si quelqu'un arrivait qui appréciait vraiment cette vie et voulait en faire partie, super. Mais je ne me contenterai plus jamais de moi. Certaines leçons valent la peine d'être apprises à la dure. 6 mois après le désastre de la fête de fiançailles, j'allais mieux que jamais. Le travail se passait très bien. La promotion avait mené à des projets encore plus importants, et je me construisais une réputation de quelqu'un capable de gérer des défis structurels complexes. J'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Tiffany, qui travaillait comme enseignante à l'école primaire près de mon bureau. Nous nous étions rencontrés dans un café alors qu'elle corrigeait des copies et que je travaillais sur des plans de projet pendant le déjeuner. Elle semblait normale, sans drame, sans bagage d'ex-petite amie, juste une personne ordinaire qui aimait les films et la randonnée et ne ressentait pas le besoin de tester mes limites toutes les 5 minutes. Samedi après-midi, nous étions au grand supermarché du centre-ville. Nous étions dans le rayon des pâtes quand je l'ai vue. Naomi, debout à environ 6 mètres, tenant un panier et parlant à un type que je ne reconnaissais pas. Grand, plutôt bel homme, portant une veste chère qui coûtait probablement plus que la mensualité de ma voiture. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour et de prendre l'autre chemin. Je n'avais pas besoin de ce drame dans ma vie, et je ne voulais surtout pas que Tiffany soit entraînée dans la scène que Naomi pourrait essayer de créer. Mais il était trop tard. Elle m'avait déjà repéré. J'ai dirigé le chariot vers une autre étagère, espérant que Naomi s'occuperait de ses propres affaires. Pas de chance. Elle a appelé mon nom à travers l'allée comme si nous étions de vieux amis, puis s'est approchée, son nouveau gars traînant derrière, l'air confus de savoir pourquoi ils approchaient des étrangers. Naomi a regardé Tiffany de haut en bas et a fait un commentaire sur le fait que j'avais déjà rencontré quelqu'un, que ça n'avait pas pris longtemps. Je les ai présentés poliment, mais Naomi a complètement ignoré Tiffany. Puis elle s'est lancée dans sa performance. Elle avait rencontré quelqu'un, elle aussi. Ce type, Simon, qui se tenait derrière elle, l'air de plus en plus mal à l'aise. Mais elle ne pouvait pas en rester là. J'ai oublié de vous présenter correctement, Simon, a-t-elle dit avec ce ton acerbe dont je me souvenais de nos pires disputes. Voici mon ex, Ezra. Nous sortions ensemble. Enfin, nous allions nous marier jusqu'à ce qu'il décide de tout gâcher simplement parce que c'est une personne peu sûre d'elle qui ne supporte pas que sa petite amie ait des amis masculins. Le supermarché est soudainement devenu très silencieux. La main de Tiffany a trouvé la mienne et l'a serrée doucement. Pas de manière possessive, juste pour me soutenir. Simon a regardé Naomi, puis moi, puis de nouveau Naomi, ne comprenant manifestement pas dans quoi il était tombé. Quand j'ai mentionné qu'elle avait invité son ex à notre fête de fiançailles et qu'elle avait passé la nuit à lui tourner autour, l'expression de Simon a complètement changé.
Quel est ton problème, a-t-il demandé à Naomi. Tu es complètement folle. Il s'est éloigné sans un mot de plus, laissant son panier là, au milieu de l'allée. Nous pouvions le voir à travers les vitrines du magasin, monter dans sa voiture et partir. Naomi est restée là une seconde, le regardant partir. Puis elle s'est retournée vers moi, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Eh bien, tu es content maintenant, n'est-ce pas, Ezra? J'ai regardé cette femme qui avait été le centre de mon monde pendant 4 ans, que j'avais prévu d'épouser, d'avoir des enfants et de vieillir avec, qui avait tout jeté pour un gars qu'il avait largué à la seconde où il avait eu ce qu'il voulait, et maintenant elle venait de saboter une autre relation parce qu'elle ne supportait pas de me voir passer à autre chose. Je ne suis ni content ni mécontent de ce qui vient de se passer, ai-je dit. C'est entre toi et lui. Tu l'as monté contre moi. Je lui ai dit la vérité. Ce qu'il a fait de cette information était son choix. Tiffany a tiré doucement sur mon bras. Peut-être que nous devrions y aller, a-t-elle dit doucement. Alors que nous nous dirigions vers la caisse, j'entendais Naomi derrière nous, mais je ne me suis pas retourné. Quoi qu'elle ait d'autre à dire, ce n'était plus mon problème. Alors, a dit Tiffany alors que nous posions nos courses sur le tapis roulant, c'était ton ex. C'était elle. Elle a l'air intense. J'ai ri. C'est un mot pour le décrire. Tu veux en parler? J'y ai pensé pendant que nous attendions dans la file. Est-ce que je voulais ressasser toute l'histoire, expliquer l'affaire d'Anne, la fête de fiançailles et tout le drame qui avait mené à ce moment? Pas vraiment, ai-je dit. C'est de l'histoire ancienne, de l'histoire antique. Alors que nous marchions vers la voiture, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pendant des mois, l'idée de tomber sur Naomi était quelque chose que je redoutais. Une partie de moi s'inquiétait de la façon dont je réagirais, si je ressentirais quelque chose, si cela ferait remonter toute la peine et la colère du moment où tout s'était effondré. Mais maintenant que c'était arrivé, je ne ressentais rien. Elle était juste une personne que je connaissais autrefois qui ne supportait pas de me voir heureux. Ses problèmes n'étaient plus mes problèmes. En rentrant à la maison, j'ai réalisé que c'était probablement la dernière fois que je verrais Naomi. Elle avait montré à Simon exactement qui elle était en environ 30 secondes, et il avait fait le bon choix. Je ne me sentais pas mal pour elle. Elle avait fait son lit, et maintenant elle devait s'y coucher. Le meilleur, c'est que Tiffany avait tout vu et n'était pas partie en courant. Au contraire, elle semblait plus intéressée à apprendre à me connaître. Il s'avère que certaines personnes apprécient réellement la stabilité et l'honnêteté dans une relation. Qui l'aurait cru? La morale de toute cette histoire, quand quelqu'un vous montre qu'il ne pense pas vous devoir de loyauté, croyez-le, puis montrez-lui à quoi cela ressemble quand vous ne lui devez pas votre avenir. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre et de ne pas regarder en arrière.